Mais justement, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait dès qu'ils rentrent dans cette sphère Ils sont broyés par le système. Ils sont broyés par le système. S'ils ne sont pas nombreux, c'est pas évident qu'ils puissent quand même. Non, je me demande, est-ce qu'il faut être nombreux d'abord là avant de pouvoir faire passer son idée? Si votre idée elle est pertinente, il faut tout faire pour que ça passe. Il faut démontrer à vos, je sais pas moi, à vos responsables, enfin à vos autres responsables, que ce que j'ai dit là, que c'est la seule solution qui nous permet, ou bien vous démissionnez. C'est la politique. Mais c'est ça, c'est ça. Non, c'est que le Mais attends, je voulais vous donner l'exemple de la France. C'est pas pour rien qu'il a dû partir. Voilà, si je pense que mon idée, elle est vraie, et que mon idée doit permettre de sauver, par exemple, Cotonou, et que vous ne voulez pas m'écouter, je laisse le tablier, puis je m'en vais. Le Béninois a la culture de la il faut qu'on commence par le faire justement. Non, je pense que... On fait un dernier tour de table. Ce que je constate, c'est que depuis 2010, il n'y a jamais eu une table ronde importante sur la question des inondations. Et ça, quand on ne l'a pas fait, c'est qu'on va toujours connaître ce qu'on fait. C'est vrai que... Une table ronde. Et ne pas mettre en application. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne pouvez pas trouver... Est-ce que vous avez un document de politique Alain, on a fait table ronde à Paris. On a fait table ronde à Paris. On a eu des financements pour... Je te dis. C'est pour réfléchir par rapport à la situation, justement. Sur la question des inondations, est-ce que, cher ami William, vous avez un document de politique qui dit voilà chaque année, voilà ce qu'on va faire, quelles sont les solutions. Il y a des solutions, chaque ministère essaie de faire donc de son côté, vous voyez, mais tout ça là, doit être harmonisé. Et on doit savoir chaque année, on va faire un petit pas, chaque année on va faire un petit pas, en termes de mobilisation de ressources et tout. On a parlé de la question de la réalisation des barrages à but multiple. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avec ces inondations, la question de l'insécurité alimentaire va ressurgir. Quand vous avez des villages où les populations perdent des hectares de culture et autres, mais bonjour les dégâts après. Et alors qu'on est en train, dans le même temps, de dire, bon, on travaille pour la sécurité alimentaire. Donc, il faut faire en sorte que, effectivement, que tous les ministères et autres se mettent ensemble et qu'au niveau du gouvernement, on ait cette politique publique qui permet donc d'aller contre les inondations. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec... Moi, je pense pas fini, moi. Je n'ai encore rien dit. C'est vous qui décidez ou c'est moi qui décide? Je pense plutôt qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer. Parce que c'est vrai, les alertes, on ne les avait pas. Ouais. Les communes, aujourd'hui, on les alerte. Ouais. Et ont la possibilité de pouvoir aller au niveau des localités, de pouvoir informer les personnes de se déplacer, de faire ci, de faire ça, de faire ça. On est déjà à cette étape. C'est déjà encouragé. Les institutions, la question de la fédération des institutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la NPC, où il y a beaucoup d'institutions qui interviennent avec la NPC. Beaucoup d'institutions étatiques, beaucoup d'organisations non gouvernementales, beaucoup d'organisations de la société civile qui interviennent pour ça. La question est de les fédérer et d'élaborer peut-être un plan de gestion de ces... C'est vrai, c'est des situations qu'on ne prévient pas, qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas rester ici et dire que dans 10 ans, il y aura ci. On peut faire des prévisions et dire qu'il y aura tel. Mais on ne peut pas essayer de trouver, par exemple, déjà 10 ans avant, des solutions à ça. Mais il faut se préparer à vivre. Justement, la préparation peut avoir lieu si on essaie de fédérer. Non seulement les scientifiques, parce qu'on constate aujourd'hui que la politique fait tout et les scientifiques sont lésés. Ouais. Il faut quand même, on a déjà, tout est déjà fait. Ça, c'est sûr. Ouais, les solutions existent, mais il faut déjà tenir compte de ces solutions pour pouvoir mieux gérer la situation des inondations qui va être plus récurrente. Hein, les années à venir. Oui, ce qu'on est en train de voir maintenant, ça va être non seulement en amplitude, mais aussi en fréquence. Donc, Arsène Akoyongwe, merci beaucoup. Je vous remercie aussi. Vous êtes hydroclimatologue, vous avez besoin de 30 secondes pour... Non, juste pour dire que tout ce dont nous parlons aujourd'hui, il y a déjà des solutions dans les livres. Ouais. Il suffit seulement qu'il y ait cette volonté politique et qu'il y ait ce pont entre les scientifiques, les chercheurs de nos différentes universités et les décideurs, et puis on aura la meilleure solution par rapport à l'inondation dans notre pays. Merci beaucoup, Yemalin Choki. Alain, merci. Hein. Et puis, il faut rappeler aux téléspectateurs, que faites-vous pour réduire les effets de l'inondation dans votre localité? On va lire tout à l'heure quelques-uns de vos commentaires que vous avez laissés sur nos différents canaux. On marque une courte pause réclame. On vous retrouve juste après. Ben ouais. Est-ce qu'elle vient, la pause? Visiblement, elle ne vient pas, la pause. Non?
mec, t'as rien oublié là? T'inquiète, toujours avec moi. Kiss, les nouveaux préservatifs parfumés à la menthe, à la fraise et à la banane. Perlés et lubrifiés pour un max de sensations. Kiss, toujours avec moi. Et nous voilà donc de retour. Hein. On va voir maintenant avec Maurice Tantan qui nous arrive. On va voir rapidement quelques-uns de vos commentaires que vous avez postés sur nos différents canaux. Maurice, ça va? Je vais bien. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bonjour Maurice. Alors la question, que faites-vous pour réduire les effets de l'inondation dans votre localité? Beaucoup de réponses, je présume, sur nos canaux de communication. Des réponses sur Facebook et sur Twitter essentiellement ce matin, pas de commentaires sur WhatsApp. Et nous allons commencer avec les réactions sur Facebook. Il faut dire qu'en résumé, les internautes, les téléspectateurs ont raconté comment ils se débrouillent. Il y a certains qui sensibilisent en amont pour que les populations, les riverains ne bougent pas les couloirs d'écoulement de l'eau. Et puis il y a d'autres qui, en période d'inondation, essaient de trouver des canaux de circulation pour l'eau. C'est ce que nous dit Koumas Maurice, qui est le premier à réagir à la question. Il dit souvent les jeunes gens s'organisent en groupe pour trouver une voie d'orientation vers des trous creusés à cette fin dans les zones inondées. Fulbert Mendelot dit qu'il faut vider les couloirs de passage de l'eau et tracer les nouveaux pour permettre le libre passage des eaux et si possible, on remblait également certains endroits creux. Finalement, Nanou, qu'on nous dit la première des choses est d'éviter d'occuper les bas-fonds par certains citoyens. Et après, il faut trouver un couloir aux eaux de ruissellement et surtout éviter de joncher les caniveaux d'ordures. On reste toujours sur Facebook pour prendre d'autres témoignages et d'autres commentaires des internautes. Saki Rubello nous dit pour réduire l'effet de l'inondation dans les localités, il ne faut pas occuper les exutoires de l'eau, créer des pistes pour faciliter la circulation, la libre circulation des eaux de ruissellement et faire l'étude de terrain avant toute construction. Hilary Vignon, lui, il a un témoignage, il dit « Pour éviter l'inondation dans ma zone, nous avons nivelé nos parcelles vers un versant et ensuite procédé à la sensibilisation de nos concitoyens à ne plus jeter les ordures dans les caniveaux. » C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Georges Lecossa nous dit « Pour réduire les effets de l'inondation, il faut sensibiliser les riverains à quitter les lieux à risque, déplacer aussi les bêtes et ensuite disjoncter le courant des maisons pour les dégâts de court-circuit. » Stéphane de Souza, on est toujours sur Facebook, il dit « Nous sensibilisons les proches à éviter de verser les ordures dans les caniveaux, à cesser de bloquer les voies avec les briques et autres en cas de pluie. » Ephraim Wegbe nous dit « Dans ma localité, il y a une certaine synergie qui existe entre nous, les populations, qui nous permet de s'entendre sur le dégagement des occupants des exutoires naturels de ruissellement des eaux sans mettre en colère ces personnes-là. Nous procédons à la sensibilisation de ceux qui se donnent à des actes d'incivisme et à la construction des collecteurs ou des fossés pouvant recueillir l'eau. C'est ça, c'était un témoignage de Ephraim Wegbe sur Facebook ce matin. Donatien Sodokin nous dit l'inondation à Cotonou est pour la plupart causée par l'incivisme de la population et dans son quartier à lui, Donatien explique qu'il se comporte en tant qu'objecteur de conscience et concrètement cela consiste il dit je participe aux activités de salubrité une fois dans le mois. La dernière en date était le 15 septembre où nous avons nettoyé toute la planète de façon symbolique. C'était à l'occasion du World Clean Up Day. Il dit si je surprends quelqu'un en train de jeter un déchet plastique ou non dans la nature avec respect, je le ramène à changer de comportement. Je travaille sur aussi un projet de ville sans plastique dont l'un des objectifs est de contribuer à réduire la fréquence des inondations au Bénin et au Togo. C'est vous dire que nous avons eu de beaux témoignages ce matin. On va du côté de Twitter à présent. Gonou Setodi Raymond nous dit dans certaines zones ici, parlant bien sûr de là, il nous écrit à Gonlin comme à Rana. Je pense que Ricardo Loïc va se retrouver dedans. C'est un fait naturel puisque ces villages sont et à Gonvin. Voilà. Ouais.
Elles sont presque lacustres, on n'y peut malheureusement rien. Il dit seul la prière qu'il ne pleuve pas abondamment et que les fleuves ne débordent pas peut nous sauver dans ce cas. Et nous allons terminer avec Evra. Pas inondé, rassurez-vous. Je ne pas inondé. Evra est au service et avec lui que nous allons terminer ce matin. Il dit qu'il faut éviter d'occuper les zones qui bloquent la circulation normale de l'eau, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux et quoi qu'on fasse à certains moments, Cotonou sera inondé puisqu'il y a trop d'habitants et moins d'espace pour l'eau. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Mais malgré ça, il y a toujours qui veulent rester à Cotonou. Et ils ont aussi raison certainement. Absolument. Parce que toutes les activités sont ici à Cotonou. Tout est concentré à Cotonou. C'est le centre des affaires carrément du Bénin. Maurice Tantan, merci beaucoup. Oui, on se retrouve tout à l'heure. Bien sûr. Allez, on vous propose maintenant, vous le savez bien sûr, hein, c'est la rentrée, on vous a dit que nous allons parcourir aujourd'hui 4 grandes capitales, 4 grandes villes du Bénin. On va découvrir un peu comment la rentrée, elle s'est déroulée dans ces différentes localités. On vous a promis d'aller à Boycon, d'aller à Kandi, d'aller à Djougou, d'aller à Lokossa. En attendant, on va marquer une courte pause, hein, le temps de voir si nos correspondants sont déjà en ligne. Sidonie, Marie et Thérèse ont toutes les 3 souffert d'une fistule obstétricale. Thérèse a été donnée en mariage forcé et a eu une grossesse précoce. Sidonie a eu une grossesse précoce en milieu scolaire et Marie a porté sa maladie pendant plus de 23 ans. Toutes les 3 ont eu des grossesses non suivies et un accouchement dans des conditions pour la plupart inappropriées. Prises en charge dans un centre médical, elles sont aujourd'hui guéries. Sidonie, Marie et Thérèse ont retrouvé leur dignité. La fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Elle se soigne et se guérit. Pour plus d'informations, contacte gratuitement la Fondation Claudine Talon au 69 59 88 88. Se mo ye mi natro nu wa itengberopo e gba fi nu peno gonu Benin to oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi lu na zan bo Benin to mi tra inu ko ganjie jo amo mi ton e yesun fan bo doji ganji la ipon ye fi lamenu dagbe yo ndudu abinu sisof no temeteme e do o khadele gesi lo to bi to me fie. Retour sur ce plateau, nous vous l'avions annoncé, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir faire donc le tour de nos correspondants des 4 grandes villes suscitées pour prendre justement le pôle dans ces villes par rapport justement à la rentrée des classes qui a eu lieu donc depuis hier. Et nous nous rendons tout de suite à Boycon où Jean-Claude James est en ligne. Jean-Claude James, bonjour. Ben, merci à vous Jean-Claude James, ça fait plaisir de vous avoir au téléphone de l'autre côté de Boycon. Dites-nous, la rentrée des classes, la rentrée 2018-2019, est-elle effective dans les collèges et établissements que vous avez parcourus à Boycon? Dans les classes d'examen de précision. C'est-à-dire que le conseil se
précédente, ce premier jour de la rentrée, c'est souvent le jour de prendre contact avec le directeur, ou bien remplir les formalités pour finaliser les instructions ainsi de suite. Mais hier, les cours effectivement démarré et c'est une exigence de l'autorité lors de ces conseils sectoriels sur les dialogues sociaux. Donc la période, je veux dire, de la pré-rentrée, que ce soit une période où toutes les formalités ont été remplies par rapport aux directeurs qui doivent mettre à la disposition des enseignants et des élèves toute la liste et l'emploi du temps. Donc hier, c'était facile de démarrer parce que l'enseignant fait déjà à qui il a fait. Il fait déjà son emploi du temps et dès qu'ils sont arrivés, il faut démarrer effectivement les cours. En tout temps, on a eu également sur le terrain le préfet du jour, c'est une instruction que je vais donner. On a eu également le directeur départemental de l'enseignement secondaire, des enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle, ainsi que son collègue des enseignements maternels et primaires. Donc, ils sont venus constater également le démarrage effectif des cours. Et puis voilà, donc dans le jour, il y a eu entrée, tout s'est bien passé, on a démarré, on espère maintenant que cette année soit couronnée de succès. Et justement par rapport à ça, le préfet a invité chaque acteur à prendre ses responsabilités, à réellement mouiller le maillot pour que les échecs massifs qu'on a notés l'année 2018 ne soient plus au rendez-vous. Voilà un peu le point de l'actualité dans le jour. Et pour finir, je voudrais rappeler également que, parlant des engagements, les apprenants et bien entendu les parents doivent réellement jouer leur partition. Parce qu'on a demandé que la semaine de la pré-rentrée soit mise à profit pour que les formalités soient remplies. Mais hier, on a constaté que les directeurs, certains directeurs d'école qui étaient encore activés parce que devant leur bureau, il y avait déjà des parents, il y avait des élèves qui sont venus pour pouvoir finaliser peut-être leur inscription. Donc, si on veut avoir une année scolaire apaisée, c'est déjà l'engagement et ça commence par le respect des conseils que l'autorité donne. Jean-Claude James, on retient donc que vous avez fait le tour de certaines villes dans le département du Joux et que la rentrée des classes, elle est effective. Vous parliez à l'instant d'ailleurs, Jean-Claude James, de ce dialogue entre partenaires sociaux et gouvernement, les résultats qui visiblement sont satisfaisants. Vous aviez parlé également des parents d'élèves que vous avez rencontrés. Je suis convaincu qu'ils étaient fiers et qu'ils attendent une année apaisée, Jean-Claude James. Absolument, ils attendent une année apaisée et je dirais tous les acteurs, que ce soit enseignants, que ce soit apprenants, que ce soit parents d'élèves, tous attendent une année apaisée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'engagement de chacun qui réellement va conduire à cette année apaisée. L'autorité de son côté puisse respecter ses engagements, il est dit, il est martelé au cours des sessions ordinaires du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Et les enseignants également ont accepté que les revendications également puissent les régler cas par cas. Les apprenants doivent attendre leur leçon. Les parents à la maison également, vous avez investi, il faut également suivre cet investissement. Et il faut suivre les enfants à la maison s'ils sont en train d'apprendre les leçons ou pas. Donc, je vous dis qu'on s'est engagé, mais il faut réellement que l'engagement se traduise dans le fait pour que l'année soit apaisée. Jean-Claude James, merci beaucoup pour tous ces éclairages à propos de la rentrée dans le département du Joux que vous couvrez désormais. Bon séjour dans le Joux. Merci Jean-Claude. Merci à toute l'équipe de 5 matin. Nous sommes à Dassa et on vous revient avec d'autres infos. Merci. À très bientôt. On va peut-être prendre une autre direction. On va voir. On va prendre sans doute la direction de Lokossa où nous allons sans doute joindre Belmondo Atikpo qui nous fera également de l'autre côté un état des lieux pour nous dire un peu dans le département dans lequel il se trouve, comment est-ce que la rentrée s'est réellement déroulée de l'autre côté. Belmondo Atikpo, bonjour. Bonjour, Ricardo Lloyd, bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à
la cité des Coutafons. Alors, comme vous le disiez, Ricardo, la rentrée académique 2018-2019 est effective depuis hier ici à l'Ocosa, mais l'effervescence continue toujours devant les écoles et collèges de la place. Très tôt ce matin, Ricardo, notre équipe a fait le tour de quelques établissements de la place. Notre première escale service, je crois. Le premier élève qui a franchi le sol du collège l'a fait à 6h41 minutes. Et c'est une fillette de 10 années. Elle est accompagnée donc de sa tante. Elle est venue en provenance d'Atiéné pour y valider son inscription ici dans ce collège. Au CGP, nous y sommes rendus à 7h08 sur place. Nous avons vu des élèves comme nouveau, en plein échange, ici et là. Les enseignants, viennent aussi, mais ils viennent à côte-goutte, mon cher état de Coco. Nous sommes actuellement, il faut le dire, au CG1, le plus grand collège de l'Ocosa en termes d'effectifs. Dans la cour, nous avons eu la chance d'apercevoir de près comme de loin le mouvement des parents, des élèves, des enseignants qui vont et qui viennent, à enthousiasmer par ici, des échanges par là, les accolades aussi. Alors, la plupart des élèves rencontrés ici sont déjà en tapis, prêts donc à démarrer sur le plancher les cours. Je vais vous dire, la rentrée est bel et bien effective depuis hier ici à l'Ocosa. Et cette rentrée donc, se poursuit ce matin avec beaucoup d'effervescence devant les collèges des écoles publiques, aussi bien publiques que privées. Merci à vous, Belmondo Atipo, pour ce point donc dans le département, notamment dans la commune de l'Ocosa, où vous êtes actuellement. Nous espérons vous avoir dans nos prochaines émissions et dans nos prochaines éditions pour un point complet, plus complet de l'actualité dans ce département et notamment dans la ville de l'Ocosa. Belmondo Atipo, merci beaucoup. Merci Belmondo. On va prendre maintenant la direction de Kandi pour retrouver Dorcas Tito. Dorcas qui est à Kandi actuellement. Dorcas Tito, bonjour. Bonjour Serge Ayaka, bonjour Ricardo Loïc Pécou. Bonjour Dorcas Tito. Alors la rentrée c'était depuis hier, racontez-nous un peu comment ça s'est passé à Kandi et environ. C'est vrai Serge Ayaka, dans le département de la Liborie, la rentrée académique 2018-2019 a été effective. Déjà, si je vais vous parler de l'ambiance qui a prévalu, déjà l'école, nous sommes rendus au CEG de Kandi. Déjà, l'école était attrayante. Elle a été mise au propre par un groupement de femmes dans le week-end pour pouvoir permettre à nos élèves de commencer l'année scolaire dans de bonnes conditions de vie et de travail. C'est vrai qu'il y a eu une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du dimanche au lundi matin du Kandi, mais cela n'a pas écouté l'ardeur de nos apprenants qui ont répondu massivement à l'appel. Ils étaient nombreux à répondre présent à l'école pour le travail en ce premier jour de classe. Parlons de l'ambiance qui a prévalu. Déjà, à l'entrée du CEG, au niveau de la cantine, nous avons pu constater déjà des élèves qui étaient en train de se restaurer. Ils voulaient déjà charger leur batterie avant de pouvoir commencer leur premier jour de classe, disons, avec les batteries pleines pour pouvoir commencer, disons, le travail proprement dit. Absolument. Ils ont chargé leur batterie et les bonnes dames aussi s'affairaient pour répondre efficacement aux besoins des enfants. Il faut dire aussi que le CEG1 de Kandi et l'école primaire publique groupe A, B et C de Kandi sont à quelques pas l'un de l'autre. Et donc, nous avons pu voir les parents venir déposer leur petit bout de chou à l'école en leur prodiguant de petits conseils comme par exemple, sois sage, c'est le premier jour d'école, ne pleure pas, je viens te chercher à midi, je serai déjà là avant le buffet final de midi. Et les enfants étaient, disons, je veux dire, triste de laisser les parents aussi, mais bon, comme c'est le premier jour de classe, il fallait le faire. On a pu constater
on a même vu une maman qui avait le cœur lourd en laissant son petit, et elle l'a rattrapé en disant n'oublie pas ton petit déjeuner est dans le sac. C'était vraiment un vrai pouvoir à voir, mais bon, il faudrait bien que l'enfant aille à l'école. Absolument. Nous avons aussi vu également, toujours maintenant au CG1 de Gandhi, nous avons encore reçu tout. Nous avons pu voir encore des parents d'élèves qui viennent encore inscrire leurs enfants. Et nous avons remarqué qu'il y a une affluence, je vais même dire un gros lot au niveau du secrétariat administratif de l'école, principalement au niveau de la comptabilité. Il faut également dire qu'il y a certains élèves qui sont arrivés, mais pas en tenue, c'est-à-dire la tenue appropriée du kaki. Et le directeur de l'établissement leur a purement et simplement dit de rentrer, que l'heure n'est plus à l'amusement, mais plutôt au travail. Merci. C'est l'ambiance qui a prévalu à Candy pour la rentrée des classes 2018-2019. Merci beaucoup, Dorcas Tito. Merci pour tous ces développements, pour tous ces éclairages en ce qui concerne le début, le démarrage de l'année scolaire 2018-2019. Merci, portez-vous bien. À très bientôt. Merci, mon coach Ayaka. Allez, on va faire maintenant du sport. On va faire du sport, ce sera dans un court instant avec Hugues Zissouzounon qui, à grande enjambée, va venir par ici. C'est un sportif, vous allez le constater, il vient d'ailleurs. Hugues, le sport tout de suite. Voilà, Hugues qui s'installe d'ailleurs. Hugues Zissouzounon, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver ce mardi matin. Et nous sommes également très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et nous parlons essentiellement du championnat allemand aujourd'hui avec vous. Effectivement, on va parler du championnat allemand. L'affiche proposée par la télévision nationale ce week-end. Au commentaire, William Bassabi, rencontre entre l'équipe de Düsseldorf et celle de Hoffenheim. Beaucoup de communication et pendant ce temps, le coach Funkels, Friedlem, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de flegme, essaie de repositionner ces joueurs qui sont, on l'a dit, malmenés. Vous avez vu les chiffres de cette première partie. En tout cas, on aura d'ici quelques instants les temps forts de la première partie, mais surtout les statistiques pour, évidemment, vous faire une idée de ce que Düsseldorf subit cet après-midi sur ses propres installations. Attention, Zimmer peut-être pour une dernière action en fin de partie. La tête! Et oui, c'est le foot. Morales ou Ayman? Ah oui, hein, c'est bien sûr Alfredo Morales qui surprend Hoffenheim qui a pratiquement fait le jeu durant les 45 premières minutes et sur l'une des rares occasions Düsseldorf, évidemment, ouvre le score à l'instant idéal, au moment idéal, j'allais dire. Regardez comment Baumann, malgré sa détente, ne peut rien. Quel timing de Alfredo Morales. Une tête décroisée. Et oui, Baumann est furieux après sa défense. Quasiment, on a laissé Morales a placé sa tête. Et ça va repartir avec la transversale de Kadirabek, dégagée par Jean Zimmer. La balle qui revient dans les pieds de Schulz, qui a vu l'appel de Belfodil sur le côté, le centre. Attention, Nelson! Et l'égalisation! L'égalisation signée Nelson sur cette action. Et oui! Oh là là, ils sont délivrés, les joueurs de Nagelsmann, au moment où ce n'était pas pour autant évident. Jean Zimmer, l'arrière droit dont je parlais en bien, qui a été passeur décisif, qui manque sa relance, ce qui met en difficulté sa défense, et Reiss Nelson qui est entré, évidemment, du pied gauche, croise sa frappe, mais ne laisse aucune chance à Michael Rising. Et ça fait un but partout. Et oui, c'est aussi ça la Bundesliga, on va dire un final qui s'annonce très très ouvert. Peut-être la réaction d'orgueil de Düsseldorf qui va obtenir le penalty, mais non. Et oui,
penalty. Penalty indique Tobias Stiller qui n'a pas gambergé un seul instant. Les deux entraîneurs qui se concernent, Nagelsmann qui n'est pas du tout du même avis que Tobias Stiller, Baumann qui va discuter, Grealish aussi. On va revoir cette action. C'est Karaman qui est entré en coup de jeu, qui évidemment est allé s'accrocher avec le capitaine Kevin Fox d'Offenheim. Quel coup du sort pour cette équipe d'Offenheim qui égalise à peine et qui est rattrapée par ce penalty. Mais il va falloir d'abord le transformer. C'est ce que va tenter de faire le jeune Dodi Lukebakio, qui a vu tout à l'heure sa reprise à bout portant du pied renvoyée par la transversale. Cette fois-ci, est-ce que, avec l'insouciance des jeunes, il va mettre la balle au fond? C'est ce qu'on va voir. Et c'est dedans. 2-1 pour Düsseldorf. Et oui, explosion de joie dans l'ancêtre de l'Esprit Arena de Düsseldorf. 2-1. Dodi Lukebakio, qui malgré la détente de Baumann qui a plongé du bon côté, a mis la balle très fort et bien placée. Ça fait 2-1 pour Düsseldorf. La remise en jeu latérale qui ressemble presque au corner. Deuxième ballon, Zuber qui est 4 pour Kadirabek, qui repasse par son capitaine Fox, qui aussi est habitué à marquer des buts en sauveteur, mais cette fois-ci, il ne le sera pas. C'est bien cet homme, Friedel Funkel, et ce jeune joueur, Dodi Lukebakio, qui gagne cet après-midi face à Offenheim, 2-1. Serge Ayaka se posait la question de savoir si c'est un stade silencieux, parce qu'il n'entend pas du tout de bruit. Non, ce n'est pas du tout un stade silencieux. On espère que prochainement, on aura l'ambiance du stade, on n'aura pas qu'uniquement la voix de William Bassabi. Le classement à présent, l'équipe du Bayern Munich est en tête du classement avec un total de 9 points, suivi du Borussia Dortmund. Wolfsburg est 3e avec 7 points. Le Hertha Berlin totalise également 7 points. Et au fond du trou, on retrouve le Bayern. C'est pas le Bayern. Le Bayern avec UR à la fin. Le Bayern Leverkusen qui totalise 0 points dans ce championnat allemand, 18e au classement. Hugues Souzounon, merci. Merci beaucoup. Vous restez portugais comme... C'est circonstanciel. C'est vrai que c'est un maillot du Portugal, mais bon, je ne suis pas un grand supporter du Portugal. Mais vous aimez Cristiano Ronaldo. C'est un immense joueur. Voilà. Même si Serge ne l'aime pas. Il est arrivé en Italie et puis l'Italie a retrouvé du monde au stade. C'est bon, merci. Serge le sait. Il a déplacé du monde, il déplace du monde. C'est un peu comme LeBron James aux États-Unis dans la NBA. Chaque fois que ces joueurs se déplacent, il y a du monde. Ils sont en train de griller dans ton temps. D'accord. Allez, merci beaucoup Hugues. On se retrouve demain, c'est bien cela? Non, hospice demain. Et nous, déjà ce soir à partir de 22h30 pour l'émission Soirée Sport. Merci beaucoup. Allez, à tantôt. Voici maintenant l'heure de la revue de presse. C'est William Aguia qui a feuilleté pour nous les journaux. Et il s'installe, William Aguiar, tout de suite pour la revue de presse. Il est déjà là, il est déjà là. Allons-y. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Bill. Allez, examen du projet de budget 2019 du Parlement. Le ministre des Finances fait avorter les travaux. Oui, et c'est d'ailleurs la une du quotidien du service public La Nation qui précise que ce projet de budget gestion 2019 pourrait être examiné et voté mardi. En attendant, le ministre des Finances a souhaité jeter un coup d'œil sur le document avant son adoption. Pour mon confrère, le sort du projet de budget de l'Assemblée nationale tel qu'élaboré et retenu par les questeurs de conseil avec le bureau de l'Assemblée nationale est désormais dans les mains de Wadani. Fraternité a suivi la plénière d'hier.
et nous informe que la séance a failli mal tourner entre le président de l'Assemblée nationale et le premier questeur du Parlement, Valentin Aditi Roudé, n'ayant pas été informé en tant que membre du bureau du Parlement de la requête du ministre des Finances, a vigoureusement exprimé son mécontentement et malgré les explications du président de l'Assemblée nationale, Valentin Roudé, et est longuement revenu sur l'objet de sa colère. En effet, précise le rédacteur de l'article, la réaction du député Valentin Roudé, premier questeur de l'Assemblée nationale, n'est que l'expression d'une certaine crainte sur le sort que le gouvernement pourrait réserver au projet de budget de l'Assemblée nationale gestion 2019, estimé à 30 milliards environ. Et puis, vous nous informez qu'il y a eu un conclave hier autour du chef de l'État. Et vous avez cette question, allons-nous vers deux grands partis de la mouvance? Oui, c'est une question que se pose aussi le quotidien, le matinal, préoccupé par l'issue de la prochaine législative, des prochaines législatives et surtout la cohésion au sein de sa famille. Le chef de l'État essaie d'élaborer avec ses hommes la bonne stratégie pour rafler la mise, et c'est hier tard la nuit que s'est tenu autour du chef de l'État un conclave. Tous les ténors de la classe politique soutenant les actions y étaient. Détail mon confrère de sources concordantes relaie le quotidien matinal. Il y aura désormais deux blocs ou deux grands partis autour du chef de l'État. Conséquence, les blocs qui existent déjà vont disparaître et se fondre en deux grands ensembles. L'idée, selon le rédacteur de l'article, c'est de regrouper autour d'idées fortes et transversales les noms des personnalités clivantes. Et à l'Afrique en marche, de se demander si le PRD va rejoindre les blocs tchadais ou Amoussou. En tout cas, pour ce journal, la réduction de blocs de la mouvance est un complot pour briser le rêve Mbédi. Merci William Aguiar. On vous retrouve demain, mais vous restez avec nous pour le plateau final. On va retrouver maintenant d'une autre revue à une autre. C'est maintenant la revue du web. C'est avec Segla Tonton. Maurice Tonton, vous êtes là et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul sujet justement dans la revue du web, Google qui a décidé de mettre fin à Inbox by Gmail en 2019. C'est ce que vous nous rapportez. Absolument. Google a annoncé la fin du service pour sa boîte mail Inbox by Gmail. Cet arrêt sera effectif, vous l'avez bien dit Ricardo, à partir du mois de mars 2019. Les utilisateurs qui tentent d'accéder à la boîte de réception après le mois de mars seront redirigés vers Gmail, a précisé la firme de Mountain View. Inbox by Gmail, il faut le rappeler, avait été créé en 2014 et présenté comme une version alternative de Gmail qui se voulait à la fois intelligente et performante. De plus, elle faisait office de centre de test pour le géant américain afin de préparer de nouvelles fonctionnalités que l'on retrouve maintenant dans Gmail tout simplement. C'est donc presque normal que après 4 années de bons et loyaux services, Google décide de s'en séparer. Inbox by Gmail était intelligente pour identifier des emails contenant des trajets de train ou en avion, des réservations d'hôtels ou de restaurants, ou même pour proposer des réponses intelligentes. Tous ces éléments sont désormais accessibles à tous dans la boîte de mail de Google. Autant donc se concentrer sur un seul et même produit, comme le précise la firme qui, je cite, dans une perspective d'avenir, nous voulons adopter une approche plus focalisée qui nous aidera à offrir la meilleure expérience de la messagerie électronique à tous. Donc pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser Inbox by Gmail, ce sera donc la fin à partir de mars 2019. Inbox est mort. Qu'est-ce que ça induit en réalité Non, ça n'induit rien du tout. Bon, en fait, c'est Google qui a, sur vos téléphones, vous avez l'application Gmail. Normalement, vous m'en avez créé une, voilà. que je n'ai jamais utilisée. Voilà. Maintenant, en plus de Gmail, ils ont créé une nouvelle application qu'ils ont appelée Inbox, qui en fait était à l'origine, en 2014, était très très intelligente par rapport à Gmail, c'est-à-dire que si vous recevez un plan de vol par exemple, automatiquement il met les détails de votre vol, il vous suggère des hôtels, il vous suggère même des endroits à visiter en fonction de votre plan de vol. Et parfois vous recevez un mail et il vous suggère déjà une réponse à envoyer de manière automatique. Aujourd'hui, Gmail fait exactement la même chose. Donc ils ont donc décidé de supprimer Inbox et se concentrer exclusivement sur Gmail. Vive Gmail donc.
Ouais, vive Gmail pour ceux qui l'ont. Il faut aller sur Gmail. Vous les avez tous, hein? Oui, oui, moi j'ai Gmail. Il faut faire l'effort. Voilà, il faut vous y mettre parce que en plus, au-delà de Gmail, c'est tout l'environnement Google. Je suis pas salarié chez Google, mais en même temps, c'est des outils qui... De toute façon, vous ne cracherez pas sur une proposition du genre. Bon, d'accord. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas pour rien que le numérique, il vous intéresse. Donc, voilà. Bien sûr. Bon, d'accord, de toutes les façons. Et quand est-ce qu'on aura quelque chose de typiquement béninois? Un peu comme les Chinois, ils l'ont, vous savez. Même les réseaux sociaux là-bas, Facebook, ça porte un autre nom là-bas, c'est typiquement chinois. Non, là, vous êtes dans la géostratégie. Après, je pense qu'on s'y met aussi. Il y a des initiatives. Au-delà des startups, il y a des innovations made in Bénin. Hier, j'ai vu Dr Ariel Awansou dans le journal. Donc, il y a des innovations qui viennent du Bénin aussi. Après, on ne peut pas se lever du jour au lendemain et vouloir se comparer à la Silicon Valley. Là-bas, c'est autre chose. Vous voyez des jeunes qui arrivent avec juste une idée et les gens sont capables de mettre $1 million là-dessus. Ici, pour avoir 100 000 francs, c'est déjà compliqué. C'est difficile, donc, malgré tout le voilà, donc les enjeux ne sont pas les mêmes et les challenges sont vraiment différents. Par contre, je pense qu'il y a une volonté au niveau des jeunes. Après, il faudrait que le soutien qu'il faut accompagner, parce qu'il faut régler les petits problèmes des jeunes. Si un chef d'entreprise doit réfléchir encore à payer ses factures, à manger le soir, c'est difficile pour lui de gérer une entreprise, en fait, de gérer une start-up et de créer de l'innovation. Donc voilà. Mais les startups, il y en a plein, plein quand même, hein, qui font beaucoup de choses, qui proposent assez de solutions innovantes dans plusieurs domaines. Il faut maintenant les faire sortir d'où elles sont, ces startups-là, et puis mettre un peu plus de lumière sur elles. Bien sûr. Ouais. En tout cas, il y en a suffisamment au Bénin. Et récemment, il y a eu d'ailleurs ce travail qui a été fait pour quand même permettre aux startups réellement au Bénin de pouvoir se révéler d'une façon ou d'une autre. Oui, il y a les hackathons. C'est vrai que depuis quelques années, il y en a de moins en moins. Vous avez arrêté? Il y en a de moins en moins. Parce qu'en fait, aussi, le problème avec les hackathons, c'est qu'on fait les concours et à la suite, on ne voit pas véritablement l'essor des lauréats. Et ça, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, bon, je pense qu'à un moment donné, c'était un peu tendance, c'était la mode. Là, ça s'est calmé un peu. Ceux qui font les hackathons maintenant, ils prennent le temps de mieux préparer, d'avoir au-delà de la récompense financière qu'on reçoit tout de suite, de proposer un mentoring, un accompagnement sur la durée pour qu'à la fin, les gens sortent avec des entreprises en bonne et due forme. Parce que c'est facile de venir faire 3 jours de marathon, d'innovation, de sortir des idées, mais après le travail sur 6 mois, sur 1 an, pour avoir une entreprise qui est rentable sur le terrain, ça nécessite un accompagnement conséquent. Temps, pour que ces entreprises-là puissent fonctionner et marcher correctement, c'est qu'il faudrait aussi que l'on éduque le public à une certaine culture de la consommation de ce qui est numérique. Absolument. Et ça, c'est le travail de l'école. Combien sont-ils à faire des achats via... on ne parle pas de vous. Mais... Bon, en tout cas, lui ne fait pas. Bon. Donc, voilà en tout cas, il faut vraiment éduquer le Béninois à une culture réellement numérique. C'est important. Au-delà de l'éducation, après aussi, on peut facilement l'imposer. Hein. Si désormais, pour avoir votre carte d'identité, vous êtes obligé de faire une démarche en ligne, votre passeport, vous êtes obligé de faire une démarche en ligne, tout le monde va s'y mettre. Il y a déjà le e-visa que le gouvernement a développé. Bon. De plus en plus, il faut aller vers de belles solutions, en tout cas. Sans oublier les arnaqueurs aussi. Hein? Hackers. Allez, les hackers. Attention. Allez, merci beaucoup, Bill. À demain. Et puis, rendez-vous ce soir sur Soirée Sport. Merci, à demain. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. On prend le rendez-vous de demain. Pour nous, ça va être un grand plaisir. Et puis, le sourire, il sera toujours là. Allez, à demain.